Bonjour. Bonjour, je suis Alexandra Polymel, je suis formateur et coach et j'ai créé ce lieu, la Ferme des Cœurs Conscients, qui est un lieu de développement personnel et professionnel. Dans ce podcast, La vie en conscience, l'idée c'est de nous donner des clés en interrogeant des praticiens du mieux-être, des clés pour avoir une vie plus consciente. Et donc, je vous présente aujourd'hui Barbara Herbach, qui est donc naturopathe et historienne médiéviste. Elle a un cabinet à Gartvillers. Elle donne notamment des conférences sur Saint-Hildegarde. Elle donne également des cours de naturopathie médiévale et elle a un blog sur lequel elle écrit des articles. On vous mettra le lien sous la vidéo, je voudrais pas l'écorcher. En fait, Barbara, j'ai assisté à une de ses conférences la semaine dernière et j'étais vraiment très très intéressée parce qu'en fait, au Moyen Âge, ils avaient, me semble-t-il, beaucoup plus de bon sens que nous aujourd'hui. Est-ce que Barbara, tu peux nous expliquer c'était quoi la médecine au Moyen Âge? C'était quoi les protocoles en fait? Alors, la médecine au Moyen-Âge, elle s'inspire beaucoup de la médecine antique d'Hippocrate. Et donc, on a une succession de 3 étapes pour le soin. D'abord, ce qu'on appelle la diététique. Donc, la diététique, c'est finalement des règles d'hygiène de vie, c'est-à-dire avoir une alimentation adaptée, soit à la prévention, soit pour équilibrer un organisme qui aurait une problématique. Tout ce qui est activité physique, tout ce qui est en rapport donc justement avec le mouvement, avoir un mouvement adapté qui n'est pas toujours du sport justement. C'est aussi avoir un bon sommeil réparateur, apprendre à gérer ses émotions. Alors au Moyen-Âge, c'est aussi tourner ses émotions vers Dieu, vers la spiritualité, mais en fait se sentir en confiance dans le monde. Et puis la dernière étape, bien sûr, tout ce qui est relatif à la vie sexuelle. Ok, ouais. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Donc effectivement, le sommeil, ce qui est la base aujourd'hui pour être bien, effectivement, il faut avoir un sommeil de qualité. L'alimentation, on en parle de plus en plus. Alors, Barbara est naturopathe, mais de plus en plus, moi qui me suis beaucoup intéressée à tout ce qui est tout ce qui est alimentation anti-inflammatoire, je me rends compte qu'en fait, à l'heure actuelle, on se crée des maladies avec ce que l'on mange. La gestion des émotions. Instructeur de méditation, évidemment, je vous invite à travailler vos émotions. Tu parlais de la spiritualité. Alors, c'est sûr qu'au Moyen-Âge, la spiritualité, c'était petit Jésus. Aujourd'hui, on a peut-être pris un petit peu de hauteur, mais je pense que la spiritualité, elle est quand même super importante. Et que quand on a un sens dans sa vie, on vit mieux, plus longtemps et en meilleure santé. De quoi on a parlé encore? De la respiration. On sait que si on est derrière un pot d'échappement toute la journée ou à fumer des paquets de clopes, on va pas être en bonne santé très longtemps. Donc ouais, je trouvais que c'était très intéressant. Donc ce qu'on appelle la diététique, en fait, c'est une espèce de santé holistique finalement au Moyen Âge, et je trouvais que c'était intéressant. Et donc si ça ne fonctionnait pas, à ce moment-là, alors là, à ce moment-là, on peut avoir recours à la pharmacopée. La pharmacopée, c'est tout ce qui est des complexes de plantes, des baumes, des onguents, etc. Ça passe aussi par mettre des plantes dans un bain, etc. Et en dernier recours, si ça fonctionne pas, on a l'étape de la chirurgie. La diététique et la pharmacopée forment un ensemble qu'on appelle la thérapeutique, qui est exercée surtout par des moines ou des moniales jusqu'au XIIe siècle, et la chirurgie par des médecins quand même. Ouais. Mais en fait, ouais, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce que de mon point de vue, à l'heure actuelle, il y a quand même trop de personnes qui vont voir des praticiens, des thérapeutes en cherchant, j'allais dire un peu le bec ouvert, comme on irait chez le médecin pour avoir un médicament, tu as de l'acidité, et ben tu vas pas commencer par te détendre, tu vas d'abord prendre un antiacide. J'ai entendu que le Malox était le médicament le plus consommé en France, au-delà même du Doliprane. Moi, ça m'interroge, mais effectivement, et même des personnes qui vont vers des médecines naturelles, parfois, ne veulent pas vraiment des vrais conseils
généraux, mais simplement une pilule miracle. Et du coup, ouais, je trouvais que les anciens, ils étaient bien plus, comment dire, dans le bon sens que l'on peut l'être à l'heure actuelle. C'est ce qu'on appelle un peu l'allopathie verte. Mais effectivement, au Moyen Âge, l'objectif, faut se rappeler déjà, le Moyen Âge, c'est une époque où le soin, il est quand même très aléatoire, je dirais. Hein. Pour le coup, tu parlais du malox. Au Moyen Âge, t'as mal à l'estomac, c'est peut-être un peu déjà trop tard. C'est-à-dire que la prévention, c'est une règle fondamentale. L'objectif, c'est vraiment de ne pas en arriver à recevoir des soins, hein, de préserver sa santé pour ne pas avoir besoin de soins, parce que les soins sont pas sûrement pas aussi efficaces déjà que ceux qu'on a aujourd'hui. Ouais, c'est évident. Donc le fait de ne pas être malade est un impératif qui passe par la prévention. Alors bien sûr, on parle de prévention au Moyen Âge, c'est pas à la portée de tout le monde, on est d'accord. Hein. On fait une généralité là. Mais effectivement, la prévention depuis l'Antiquité est une règle fondamentale. C'est un peu une règle qui a été oubliée, hein, C'est vrai, mise de malheureusement. côté Mais on y revient. aujourd'hui. Je trouve qu'on y Voilà. revient quand même de plus en plus. La gestion des émotions, la santé naturelle, l'activité physique, bon, ça c'est maintenant déjà très très démocratisé. En ce qui te concerne, Barbara, il me semble que tu es venue à la naturopathie parce que tu avais une maladie grave. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors oui, donc je souffre d'urticaire chronique spontanée, qui est une maladie de la peau qui se manifeste par des plaques d'urticaire géants sur tout l'organisme, qui ne partent pas, donc qui restent jour et nuit. Et qui est une maladie auto-immune. Oui, et qui se transforme après en angio-œdème des articulations, du visage, etc. Donc c'est une maladie qui fait énormément souffrir d'un point de vue physique. C'est comme si vous étiez jeté dans des orties, mais toute la journée, toute l'année, c'est très pesant. Et pour lesquels la médecine traditionnelle n'avait pas de réelle solution, voilà. j'imagine. Ou pas durable en tout cas. Et pour cette maladie, en fait, j'étais véritablement en échec thérapeutique. Voilà, j'étais presque arrivée au bout du bout du protocole. Et l'ultime étape, c'était de passer aux immunosuppresseurs. Et avant de franchir ce cap, j'ai voulu me laisser un temps de réflexion. Et ce temps de réflexion m'a amené à faire un peu un bilan de ma vie, de ma santé, de comment cette maladie était survenue. Et je me suis aperçue que j'étais arrivée en fait au bout d'un chemin. Un chemin où en fait ma vie professionnelle me correspondait pas du tout. J'étais pas heureuse dans mon travail, ça ne me convenait pas. Où j'avais beaucoup de pression et en fait, voilà, ça n'allait plus dans le parcours de vie que je voulais, que j'aurais voulu en tout cas. Que suite à cette pression professionnelle, eh ben j'avais vraiment une hygiène de vie qui était catastrophique. En fait, j'étais très stressée. Donc le soir, je rentrais chez moi, je décompressais devant la télé par exemple, et je restais jusqu'à pas d'heure devant la télé. J'avais un sommeil, du coup, je me réveillais, j'étais tout le temps fatiguée. Pour compenser ça, je prenais 4, 5, 6 cafés par jour, avec toujours plus de pression, toujours plus de stress, et ce cercle vicieux. J'allais manger mes repas, j'allais acheter à la boulangerie du coin des panini, voilà, une alimentation ultra transformée en fait. Hein. Je mangeais beaucoup de gâteaux, beaucoup de sucre, et donc ce constat-là m'a fait prendre conscience qu'il y avait peut-être aussi un travail à faire là, que les traitements médicaux étaient peut-être aussi inefficaces du fait que je continuais de polluer constamment mon organisme. Donc j'ai fait des études de naturopathie puisque je trouvais pas de naturopathe forcément spécialisé dans la problématique d'urticaire chronique. J'ai fait des études moi-même dans une école de naturopathie et j'ai commencé à réguler, à corriger mon hygiène de vie en mangeant une alimentation qui m'était tout à fait adaptée et j'ai vu des effets au bout de 2 mois. Et au bout de 2 mois. Ouais. Et finalement, je suis jamais passée sous immunosuppresseur. Et aujourd'hui, tu t'es spécialisée. Il me semble que ta clientèle, c'est quasi exclusivement des personnes qui ont des problèmes. Alors pas ta maladie, mais des problèmes de peau. Tu t'es vraiment problématiques cutanées, voilà, spécialisée sur
acné, eczéma, psoriasis. C'est ça, oui. Dans l'accompagnement, justement, la correction de cette hygiène de vie, le rééquilibrage, j'aime bien dire, de l'hygiène de vie, quand on a des problématiques cutanées. Parce que c'est aussi une vraie souffrance émotionnelle, ces problématiques cutanées, qui est souvent omise. On pense beaucoup au grattage, aux démangeaisons, mais la souffrance physique, elle est là, mais la souffrance émotionnelle est très présente aussi. C'est le regard de l'autre. Hein. La peau, c'est une barrière, mais c'est le regard de l'autre. Sur des mains qui vont être dévorées d'eczéma, de psoriasis, sur un visage qui va être défiguré par des angioïdèmes urticaires. Donc c'est pas seulement une souffrance physique, c'est aussi beaucoup de souffrance émotionnelle qu'il faut accompagner. Et donc j'entends déjà, bien que tu sois relativement jeune, hein, la grand-mère que je suis, non, je plaisante. Mais ouais, j'entends quand même effectivement que la vie, elle t'a poussé jusqu'à une prise de conscience. Si aujourd'hui tu avais le podcast s'appelle La vie en conscience. Si tu avais un secret à donner à nos auditeurs, quelque chose que tu as découvert au fil de ton parcours, ce serait quoi aujourd'hui? D'abord, je voudrais dire qu'une première chose, dans sa vie, il faut prendre soin de soi. Qui veut aller loin ménage sa monture, en fait. Et si on commence pas par prendre soin de soi, ça va être difficile après de trouver le bonheur ou de trouver de la satisfaction dans quelque chose, de se sentir équilibré dans sa vie. Prendre soin de soi, c'est d'abord prendre soin de son alimentation, de ce qu'on ingère, de ce qu'on accepte de mettre à l'intérieur de son organisme, incorporer en latin, hein, mettre à l'intérieur de son corps. On a aujourd'hui manger simplement, on me dit souvent manger simplement c'est difficile, une alimentation saine c'est difficile. Non, c'est pas du tout difficile. C'est acheter un bon pain, acheter des bons fruits, acheter des légumes, acheter des œufs, une bonne viande, c'est pas difficile. Mais prendre soin de soi, c'est élémentaire. C'est aussi écouter son corps, écouter aussi ses émotions. Hein. Le corps, c'est le tout, hein, c'est les émotions. Et se dire, ok, je suis pas en phase dans mon travail, par exemple. J'aime mon patron, ça je supporte pas, ou mes collègues, je les supporte pas, ou j'aime pas ce que je fais. C'est ok, c'est ok. Qu'est-ce que je vais faire pour corriger ça et pour avoir quelque chose qui me plaît? Voilà. Prendre soin de soi, c'est ça aussi. Ouais. C'est accepter qu'on a des émotions, chercher à avoir des émotions qui soient plus positives, et puis prendre soin de soi au niveau de son organisme, se reposer. La fatigue, la mauvaise alimentation, ça peut aussi aggraver un état émotionnel. Hein, je suis plus fatiguée, donc je prends moins de recul, donc je prends plus à cœur les choses. Je mange mal, du coup mon microbiote est pas forcément bien équilibré, les informations envoyées dans mon cerveau sont pas super stables, et donc derrière je suis plus énervée, j'ai besoin de sucre, je reprends du sucre, du coup je suis plus agressif, plus énervée. Voilà, donc c'est vraiment prendre conscience de ça, mais c'est un apprentissage. Hein. Ouais. Cette histoire de microbiote, c'est aussi une théorie, alors ça a sans doute plusieurs années, mais c'est vrai que dans la médecine traditionnelle, c'est assez peu présent. Mais on dit maintenant que les intestins, c'est notre deuxième cerveau. Ce microbiote, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ou plutôt, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme solution pour avoir un microbiote plus équilibré? Alors, déjà, on peut comprendre le microbiote, hein, c'est un intestin, c'est l'intestin avec à l'intérieur justement une flore intestinale. Un microbiote qui est déréglé, déjà, on peut avoir des manifestations qui sont physiques. Hein. Inflammatoires, voilà, ouais. Des réactions inflammatoires, des troubles cutanés, des troubles de la digestion, tout simplement. Ce microbiote, il est de plus en plus altéré par l'alimentation contemporaine, l'excès de sucre, les additifs, les produits chimiques, l'excès de protéines aussi, hein, beaucoup de fromage dans les repas, beaucoup de viande. Comment faire pour entretenir en fait son microbiote, avoir un microbiote sain? Il va déjà porter son attention sur ce qu'on mange, dans son assiette tout simplement. Pour avoir une assiette saine, l'idéal c'est d'avoir la moitié de l'assiette qui soit remplie de légumes, de végétaux, hein, de fruits, de légumes, mais de végétaux, de manière générale. C'est déjà pas mal. Un quart de féculents et puis un quart de protéines. Ensuite,
on veille à la qualité de ce qu'on mange. Idéalement, on mangera bio, même si c'est pas à la portée de toutes les bourses, on essaye au maximum de manger bio. Plus on mangera local de saison, mieux ça sera aussi pour l'organisme. Ensuite, on peut veiller à manger des produits avec animaux, par exemple, qui ont été nourris correctement. Pour ça, on peut s'appuyer sur des marques ou des labels, comme le label Bleu Blanc Cœur, hein, pour les œufs, pour la volaille. Ça permet d'avoir une viande qui est de meilleure qualité. On fait aussi attention aux huiles qu'on consomme. On consommera de manière générale et de préférence des huiles qui sont conditionnées dans des bouteilles qui sont en verre opaque. Et pas en plastique. Et pas en plastique, qui sont opaques, en verre, et des huiles oméga 3, comme l'huile de caméline, l'huile de noix, et on évitera l'huile de tournesol qui est inflammatoire, effectivement. Donc, vraiment, c'est une alimentation simple, hein. On me dit souvent que c'est compliqué de manger sainement, pas du tout. On peut prendre une bonne tranche de pain bio au levain complet ou aux farines anciennes comme farine d'épeautre, hein, que je privilégie par rapport à Hildegarde, bien sûr. Mais on peut prendre une bonne tranche de pain avec des sardines, une salade et une petite potée de légumes. C'est pas très compliqué en fait de manger sainement. C'est vraiment un retour à la simplicité. Ouais. Hein, et ça permet justement d'entretenir son microbiote, mais aussi d'avoir tout l'apport en nutriments nécessaires, d'avoir un système digestif qui va digérer correctement, qui prendra pas trop d'énergie et qui aura en même temps plein d'énergie à redonner. Ok, super. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Donc, si on reprend l'alimentation, j'allais dire tout ce qui rentre finalement dans notre corps, Oui, aussi l'air, l'eau, pas trop de café, j'ai cru comprendre, tout ce qui rentre dans notre corps, mais aussi mouvoir notre corps. Qu'est-ce qu'on avait dit encore? Gérer ses émotions. Oui. Accepter, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Parce que des contrariétés, des choses pas prévues, on en a tout le temps, ça s'appelle la vie. Comment faire pour surmonter ces accidents de la vie? Déjà, tout ça, comme je disais, ça s'apprend. Hein. On commence pas un matin en se disant tiens, je vais changer, je vais surmonter les accidents de la vie ou les tracas du quotidien facilement. Ça s'apprend. J'aime bien donner plusieurs types d'exercices à mes consultants quand ils viennent au cabinet pour apprendre à gérer leur stress. Donc l'exercice en filigrane que je privilégie toujours, c'est la méditation. La méditation, elle permet d'arriver à mettre son esprit au repos. Et plus on fait une méditation, plus on a cette facilité à prendre du recul sur les choses aussi. Ensuite, on a des exercices de cohérence cardiaque, par exemple. Respiration. De respiration, voilà, qu'on peut mettre en place si vraiment là on a un gros coup de stress, un dossier au travail qui se passe pas bien, hop. Et puis avoir quelques mantras avec soi, 2-3 mantras avec soi qu'on peut se répéter quand on est justement confronté à une situation très stressante. T'en as un là comme ça pour Alors là tout de suite non. Mais se dire par exemple tout passe, ça c'est un mantra. Le mantra que moi, en tout cas, voilà, que je me répète souvent, c'est est-ce que cette situation mérite que j'altère ma santé? Voilà. C'est vrai. Souvent dans le boulot, hein, pour ceux qui travaillent en entreprise ou même à leur compte, est-ce que ça nécessite que j'altère ma santé? Et la réponse, elle est quasiment systématiquement non. Voilà. Donc, je travaillais jadis, j'ai travaillé en comptabilité. Est-ce que le fait qu'il y ait une erreur sur une fiche de paye qu'on peut rattraper le mois suivant, est-ce que du coup ça mérite que je mette en péril ma santé? La réponse est toujours non. Et donc on se dit ok, je prends du recul, je le régulariserai demain, le mois prochain, voilà. Super, très bien. Je te remercie beaucoup Barbara pour tous ces conseils de bon sens, ces conseils que finalement on a juste oubliés puisque comme toi tu l'as étudié, c'est des choses que nos ancêtres ils avaient très très bien compris et aujourd'hui peut-être à cause des progrès de la médecine, des progrès pharmaceutiques, on se dispense de ce bon sens et c'est bien dommage. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis à bientôt. À bientôt.